Donc j'ai aussi enregistré le cours. Voilà, cool. Bonjour. Donc, donc là, en fait, on va donc pour la suite. Bon, il faudra juste me dire si jamais les diapositives disparaissent, hein. Donc, en fait, pour le reste du temps, donc, pour la petite partie qui nous reste pour la fin d'année, eh bien, on va s'occuper des enjeux contemporains. Et vous allez voir, il y a deux choses à traiter. Il y a l'histoire avec l'érosion et euh, le réchauffement climatique et aussi l'agriculture. Donc, c'est ça, c'est un peu différent de ce qu'on a vu. Dans le thème précédent, on a parlé du corps humain. Là, c'était autre chose. Au début de l'année, on a plus parlé de l'évolution, donc on a parlé de l'information génétique. Et cette fois-ci, ça va être un peu de géologie, et vous allez voir, ça va être de la géologie un peu douce, parce que donc, c'est un peu différent de la géologie pure et dure, vous allez voir, qui est un peu moins drôle. Donc si jamais vous n'arrivez pas à m'entendre ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me couper, il n'y aura aucun souci. Et donc quand vous marquez érosion et quand vous allez dans les actualités, il faut savoir que donc c'est un sujet, même si on ne le voit pas souvent, surtout en ce moment. Mais c'est un sujet qui est assez inquiétant et en fait, on est en train de perdre pas mal de terre parce qu'il y a ce phénomène d'érosion. Donc, il y a pas mal de côtes qui sont en train de disparaître, des champs entiers qui disparaissent, on est en train de perdre du sol. Donc là, on fait donc, de la nourriture. Tout ça, on est en train de le perdre à cause de l'érosion. L'érosion, c'est un phénomène qui fait disparaître euh, donc pas mal de choses et donc pas mal de sols, pas mal de côtes, donc c'est quelque chose qui nous concerne. Et donc quand vous allez, je sais pas, quand vous zoomez dessus, par exemple le littoral français, c'est quelque chose qui est grignoté et certainement dans le futur on va perdre beaucoup de plages et aussi les maisons vont être en danger. Donc ceux qui vivent sur les côtes sont en danger. Donc déjà il y a l'histoire avec l'inondation, mais aussi l'érosion. Donc ça va faire disparaître pas mal de sols. Donc du coup leurs maisons vont en fait simplement être détruites par la nature. Et donc, c'est associé avec le phénomène de réchauffement climatique. Rappelez-vous, donc l'homme qui utilise pas mal de choses à la surface de la Terre et pas forcément en pensant au futur, mais en plus en pensant au profit. Et du coup, bah, ça crée un réchauffement climatique. Et en fait, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très très associé. Donc, les activités humaines, le réchauffement climatique et l'érosion, c'est quelque chose qui marche ensemble. D'accord? Et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre dans ce thème. Et en fait, ce thème, son nom, c'est thème 2. Et dedans, on va voir les enjeux contemporains de la planète. Donc c'était un choix, j'ai décidé de faire le thème 2 à la fin, parce que je considérais que des informations importantes étaient dans le thème 1 et 2, et 3. Et le 3, c'était le corps humain et la santé. Et donc on avait décidé de faire le corps humain et la santé avant le thème 2, voilà, parce que je trouvais qu'il y avait des choses plus importantes. Donc même si donc ce thème est un peu moins important dans le sens où si on ne le termine pas, c'est pas la fin du monde. Donc voilà. Et donc, on va voir en fait quelques exemples des enjeux contemporains. Donc, qu'est-ce qu'on a comme objectif en gros, c'est l'objectif de l'homme hein, pour protéger notre environnement. Et on va voir dans un premier chapitre l'érosion et les conséquences pour les humains. Donc, ceux qui ont besoin de titres. Donc, dans leur cahier, ce serait plutôt donc thème 2 et ces diapositives, je les mettrai sur École Direct, donc vous avez le choix. Soit vous le faites en même temps, à ce moment-là, vous me demanderez du temps ou quelque chose comme ça. Soit vous allez pouvoir donc récupérer les diapositives et le faire avec les diapositives. Je le mettrai juste après le cours parce que si jamais je vais dans votre espace à l'école directe là, eh bien ça va couper l'enregistrement. Et donc, dedans, on va avoir un premier chapitre qui concerne l'érosion et les conséquences pour les humains. Donc, qu'est-ce qu'on a comme conséquences pour l'homme? Et donc voilà. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir en premier. Juste ceux qui ont une idée. Pour vous, l'érosion, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Les dunes de sable, ok. Et en fait, l'érosion, ça fait quoi concrètement? Euh, si on parlait de l'érosion, le fait d'éroder quelque chose, qu'est-ce que ça fait? Ouais, mais c'est ça en fait. Bah, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est qu'on va ouais.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, on va tout simplement éroder, donc en G, on va sculpter. Donc vous avez bien à peu près, donc vous avez ce qu'il faut comme représentation. Donc l'érosion, c'est quand on prend je sais pas, une surface et on va tout simplement l'éroder, prélever des éléments là-dedans et les transporter. Donc, je vous ai demandé juste de lire les documents, et en fait, ces documents, on va pas les étudier parce qu'en fait, quand on est à la maison, il n'y a que ça. Donc, du coup, voilà, je vais juste m'appuyer dessus pour construire le cours. Et donc là, c'est ce que vous avez dit. Et donc, ici, si on regarde les paysages, eh bien, tout simplement, ce sont des paysages, ici à La Réunion, qui ont été érodés. Au début, il faut imaginer, est-ce que vous arrivez à voir mon pointeur? C'est bon? Pour le point? Ouais. Donc, au début, c'était tout plat. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'érosion, eh bien, on va tout ça, on va donc l'éroder, on va le tailler, on va lui donner une forme. Donc, il faut imaginer donc les montagnes, toutes les montagnes que vous voyez avec leurs pics. Au début, c'était tout plat. C'est comme si vous marchiez à la rue, tout est plat. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a pas mal de facteurs qui s'appliquent là-dessus et qui vont faire disparaître des parties. Et du coup, ça forme des montagnes. C'est ce qu'on appelle les montagnes. Et donc voilà. Donc, c'est un phénomène qui concerne surtout les reliefs. Et en fait, plus vous montez, plus vous montez en altitude, plus vous allez éroder. Parce que vous n'allez pas, par exemple, ça ne sert à rien. On ne pourra pas éroder, par exemple, le bassin parisien qui est tout plat, vous voyez. Et simplement, l'érosion, ça va concerner plutôt les reliefs dans la majorité des cas. Et en fait, imaginons ici, par exemple, c'est un document qui vient d'un autre livre, hein. Ici, on a les Alpes. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui est assez haut. Donc, on a des chaînes de montagnes, par exemple en France, qui sont assez hautes, qui vont faire plus de, je sais pas, 3000, 4000 mètres de hauteur. Et après, on a d'autres chaînes plus petites, massifs, donc centrales plutôt, donc avec les volcans, tout ce qui est Puy de Dôme et tout. Et à côté, on a le massif armoricain. Et si on regarde le massif armoricain, c'est sur le point A, donc c'est en Bretagne, on voit que ça a à peu près une hauteur de 300 mètres et c'est quelque chose qui est minuscule. Mais il faut savoir que dans le passé, il y a à peu près 300 millions d'années, c'était une chaîne de montagnes aussi élevée que l'Himalaya. Ça veut dire qu'en France, on avait une chaîne de montagnes aussi élevée que l'Himalaya et en fait, cette chaîne a disparu et elle a disparu grâce à l'érosion. Donc c'est bien l'érosion qui l'a fait disparaître. Donc il faut imaginer qu'on avait quelque chose qui dépassait, qui rentrait même pas dans ce graphique, quoi. Donc il dépassait largement et ce serait à peu près l'équivalent de ce qu'on a en ce moment en Himalaya. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour détruire tout ça? Donc on va simplement casser les roches et on prendra quelques exemples pour voir comment on fait ça. Mais quand on les casse, eh bien à chaque fois on va les transporter avec, avec l'eau. Et donc ici l'eau ça peut être un facteur qui permet d'éroder, donc d'enlever de la surface. Donc à chaque fois quand l'eau va passer, ça va prélever des éléments ici donc dans le sol. Et aussi vous pouvez avoir, donc est-ce que vous savez quel est l'autre élément qui peut faire de l'érosion? L'air, ok, le vent, donc si jamais il y a beaucoup de vent, eh bien ça peut faire disparaître, ok, c'est vrai. Le sable, c'est le résultat de l'érosion. Mais si tu parles de frottement, là c'est différent. Donc si jamais le sable, les sables vont frotter, c'est différent. Mais encore, c'est pas, on va dire, le facteur principal. Donc il y a le vent, il y a l'eau. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Qu'est-ce qui pourrait frotter la glace dans les montagnes? La neige. En fait, la neige va frotter, va prélever des fragments. Et vous avez aussi les végétaux. Les végétaux qui vont envoyer les racines là-dedans, qui prélèvent de la matière. Donc tout ça, ça fait disparaître de la matière. Et donc à chaque fois, le résultat est le même. C'est qu'avec l'érosion, on casse, on détruit. Et du coup, on essaie d'aplatir la surface. Donc tout le relief doit être plat. Et donc c'est un phénomène plutôt naturel. Donc peut-être que vous connaissez les grottes et peut-être qu'il y a des gens qui ont visité les grottes. Est-ce que vous savez quelles sont les roches? Dans quelles roches on forme les grottes en fait? Parce qu'on peut pas former les grottes dans toutes les roches. Ouais, vous êtes trop fort. Les calcaires. Les calcaires, en fait c'est là-dedans qu'on va former, on va dire, les grottes. Et donc par exemple, si on prend du granit, on pourra pas faire de grotte. Le calcaire, en fait, c'est une roche.
Donc dès qu'elle se met au contact avec l'eau, va perdre des ions, et donc les ions vont partir avec l'eau. Et du coup, c'est une roche qui va donc faire des trous, qui va disparaître. Donc on va prendre cet exemple un peu plus tard. Donc voilà. Donc on va voir dans un premier temps l'altération et l'érosion des reliefs. Ok, donc tout ça, c'était les documents. On va s'en servir pour faire le cours. Et donc en fait, en premier, on regarde l'altération et l'érosion des reliefs. C'est ça qu'on va voir. Est-ce que vous avez une idée d'une différence entre l'altération et l'érosion? L'altération, ça pourrait changer, l'érosion dans le même processus. Est-ce que c'est bien Sarah? Ouais, Sarah, est-ce que tu peux préciser un peu ton idée? Ouais, ok. Ouais, ok. Non, ça pourrait être une idée en gros. Ouais, sinon. Ça pourrait être ça, donc ça serait plus dans la nature. Eh bien, donc vous allez voir que l'altération, c'est quelque chose qui appartient à l'érosion. Donc quand on érode quelque chose, on altère forcément. C'est-à-dire qu'on va détruire, dégrader une roche. Mais l'érosion, c'est un phénomène juste un peu plus large. Et en fait, dans l'érosion, bah, tout simplement, il y a le transport. C'est ça la différence. C'est que quand on va éroder quelque chose, donc quand on va altérer quelque chose et on va le transporter d'un endroit à l'autre, on va appeler ça l'érosion. Et quand on va juste l'altérer, ben, on va l'appeler altération. Ça va pas être l'érosion. D'accord? Donc c'est pour les géologues, c'est important. En tout cas, donc ça, plus tard, on va le voir. Et l'érosion, donc c'est tous les phénomènes qui altèrent les roches et qui déplacent les débris. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc bah, simplement les produits qu'on va avoir donc, après l'altération d'une roche, on va le déplacer et c'est cette notion de donc en gros de déplacement qui va être importante dans l'érosion. D'accord? Donc cette définition, il faudra la connaître. Et l'altération, en fait, ça va être une modification chimique et physique d'une roche. Bah, simplement, on va l'altérer, donc détruire et donc, ben, simplement, donc, c'est un agent naturel qui s'applique là-dessus, et c'est une modification chimique et physique d'une roche. Et on prendra quelques exemples. Donc ça va être notre point de départ. D'accord? Donc après, on va prendre quelques exemples. Donc on va prendre des exemples. Ici, on a ce qu'on appelle une arène granitique. Regardez bien, donc, ici on a une maison, ici on a une chaîne de montagne. Cette chaîne de montagne, en fait, on voit que c'est quelque chose qui est très fracturé, il y a beaucoup de fractures dedans, il y a beaucoup de, on va dire, donc de fissures, de micro-fissures, de failles. Et ben, tout simplement, donc à travers ces failles va circuler de l'eau et du coup on va dégrader la roche. Et donc cette roche qui sera dégradée va être transportée. Et donc ça va transporter de l'endroit où il y a donc de l'origine. Donc, en fait, de là où il y a la chaîne de montagne, on va le transporter à un autre endroit. Donc ici, c'était un premier exemple. Et donc, en fait, chaque paysage, donc surtout quand on a un relief, ça va être bah, simplement, c'est quelque chose qui est déterminé par la nature des roches. Donc, la nature des roches, ça va être bah, du granit, du calcaire. On a vu les deux exemples. Après, vous pouvez avoir plein d'autres roches, mais en seconde, on n'en a pas besoin. Et donc, on va avoir du granit, du calcaire qu'on va étudier aujourd'hui. Et après, chaque paysage aura son, sa roche caractéristique. Ouais. En fait, pour les Alpes, malheureusement, j'arriverai pas à le représenter. Imaginons donc ici, c'est une chaîne de montagne qui est présentée. C'est que donc là, c'est la plaque africaine qui avance encore un tout petit peu vers l'Europe, et c'est-à-dire que c'est en train de monter. C'est-à-dire qu'on a des couches qui sont en train de se superposer, et du coup, c'est en train de monter vers le haut. Mais les Alpes sont à la fin de leur histoire, parce qu'aujourd'hui, ça avance beaucoup plus lentement que dans le passé. Dans le passé, ça avançait beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on gagne 1 mètre. Je suis pas sûr. Mais après, peut-être que
il y a des chiffres qui peut-être que ça t'as vu, mais en tout cas, je me rappelle pas d'avoir du fait qu'on gagnait un mètre, surtout parce que en fait là, les Alpes sont en train de s'éroder beaucoup et ils sont en train de faire ce qu'on appelle un effondrement. C'est parce que en fait à un moment ça devient tellement haut que ça ne peut plus monter, et du coup ça s'effondre un peu. Donc certainement c'est plutôt l'inverse, c'est que certainement on serait en train de perdre un mètre et voilà. Je pense, mais après à vérifier quoi. Et donc, bah, simplement pour former une montagne, on pousse de chaque côté, ou alors d'un côté, comme dans le cas des Alpes. Donc ici, en fait, on avait une image, je vais revenir là-dessus. Donc l'Himalaya, par exemple, on pousse de ce côté-là et ça monte. Donc ça fait des surfaces, des reliefs, et après c'est érodé. Donc les Alpes, c'est exactement ça. Donc ça pousse, on pousse de chaque côté. Donc du coup, dans les Alpes, en fait, dans la majorité des cas, on va avoir du granit. Donc c'est une roche qui est très très solide, très très dure. Et cette roche donc, sera érodée. Et au contraire, dans le bassin parisien ou qu'est-ce qu'on a d'autre dans le massif central, on va avoir plutôt du calcaire. Donc on va prendre un exemple. Donc on va prendre l'altération du granit et donc on va voir donc à quoi ça ressemble. Donc du granit, en fait le granit 5, quand vous mettez dans de l'eau, en fait c'est une roche qui est très très compacte. Peut-être que dans votre cuisine vous en avez, donc il suffit d'aller là-dedans. Donc vous allez voir que c'est une roche qui est assez claire avec des minéraux qui sont caractéristiques. Et donc dedans, on a du quartz, feldspath orthose, mica noir, donc tout ça. Si jamais vous allez en SPSVT, vous allez devoir le connaître un peu par cœur, donc savoir faire les différences et tout. Donc, il faut savoir que donc en gros, dans toutes les roches, vous allez avoir des minéraux de ce type-là. Et la roche majoritaire, c'est du granit. Donc simplement, imaginons quand vous observez le granit rose là, quand vous allez en Bretagne ou sur, je sais pas, sur votre table, eh bien, c'est ce minéral-là qui lui donne la couleur rose. Le mica noir, là, c'est un minéral qui est noir, qui est un peu brillant, et le quartz, c'est ce que vous avez dans le montre, donc c'est un minéral un peu opaque. Voilà. Donc ici, la partie blanche, donc la partie noire, c'est du mica noir. La partie un peu foncée comme ça, c'est du feldspath, et la partie blanche, c'est du quartz. Et donc là, c'est donc en roche qui est compacte. Et si jamais vous mettez du granit qui est altéré, c'est-à-dire que vous prenez du granit qui est comme ça, qui est un peu altéré, qui est un peu détruit, eh bien, si vous mettez dans de l'eau, en fait, ben, simplement, ça va donner quelque chose qu'on appelle l'arène. Donc, c'est un mélange de gros débris et de sable. Et donc, ben, simplement, donc, la roche qui, donc, au début était compacte, après, donc, ça vit pendant des millions d'années, donc, ce sera érodé, ce sera dégradé, du coup, ça commence à se transformer en sable. Et du coup, le sable que vous avez, par exemple, quand vous allez à la plage, c'est juste des fragments de roche qui n'ont pas été complètement dégradés. D'accord? Donc, voilà. Et donc, d'un point de vue minéralogique, donc dedans il y a des minéraux, on a dit qu'est-ce que donc ça représente. Ici, donc regardez bien à gauche, vous avez une lame mince qui est compacte, qui est entière. Et donc, c'est-à-dire que ça, c'est du granit normal. Et on voit que les minéraux sont intacts. Et ici à droite, eh bien, on va avoir des minéraux qui sont plutôt dégradés. Regardez bien, il y a des petits fragments qui sont en train de partir. Et du coup, vous êtes en train de casser les minéraux. Et donc, si vous imaginez de l'eau qui passe là, donc l'eau qui va passer là va prélever des petits fragments dans les minéraux, des ions, en fait, parce que c'est de la matière, ce sont des atomes qui sont organisés. Donc à chaque fois, on va passer dedans, on va prélever les ions et ça va détruire, ça va casser la roche comme ici. Donc de cette manière-là, on va réussir à éroder un granit. Donc le granit, c'est donc sous l'action de l'eau, ça va devenir une roche qui est friable et puis du sable grossier qu'on appelle donc arène granitique. Donc ici, ça commence à devenir friable, donc vous pourrez le casser avec la main. Parce que si vous commencez à casser un granit cohérent avec la main, eh bien, il faut avoir une force dingue, hein. Il faut même s'inquiéter. Bref, et donc vous prenez de l'arène, donc du granit, et vous le transformez en arène, parce que ça devient donc moins compact. Et du coup, eh bien, du coup, ça se casse. Et donc c'est ça qu'on appelle l'érosion. Donc c'est pour ça que vous avez obtenu quelque chose qui est comme ça. Donc au début, c'était tout compact. Du coup, il y a de l'eau qui passe ici et vous le rendez plus friable. Et donc là, c'est l'action de l'eau qui le fait. C'est bien de l'eau qui passe à chaque fois quand il pleut. Et donc, quand il y a une petite goutte qui passe, dedans, on va prélever des fragments, des ions surtout, et on va donc former une roche qui est friable et former l'arène granitique. Donc, c'est bien l'eau qui fait ça. Donc, deuxième exemple, ça va être l'altération chimique du calcaire.
Le calcaire, vous le connaissez, donc dans le livre, peut-être que vous l'avez vu. On vous dit ici que donc, l'hydrolyse, c'était donc ici pour le granit. Vous avez peut-être vu cet exemple. Donc feldspath plus eau, ça donne un autre minéral, l'argile. Donc ben, du sable, de la terre que vous connaissez. Donc la terre, c'est quoi? Ce sont des minéraux, plus une solution de lessivage. Donc ce sont des ions qui sont passés dans l'eau. Ok? Donc ça, c'est la réaction qu'on a vue avec le granit. Donc pour le calcaire, c'est une autre réaction. Le calcaire, c'est du calcium associé au CO3. Et donc j'espère que vous avez vu les ions en physique. Bien, donc ce calcium qui réagit avec l'eau et avec du CO2, donc on a besoin de CO2, de l'eau, ça donnera, donc bah, simplement ça va dissoudre le calcium qui va disparaître et qui va juste former de l'eau avec des ions dedans, avec du calcium et l'ion bicarbonate qu'on appelle ACO3-. Donc encore une fois, quand vous dégradez, quand vous mettez du calcaire plus l'eau qui est chargée en CO2, eh bien vous allez former, donc vous allez détruire la roche en formant juste de l'eau qui contient ces éléments-là. C'est une réaction chimique, donc bah, juste d'hydrolyse, donc on va casser le calcaire. Donc là on cassait le feldspath qui était un minéral du granit, là c'est une autre réaction. Et donc bah voilà. Donc vous avez eu donc peut-être que vous avez vu, vous avez visité des grottes. Donc ici c'est une grotte qui donc bah, simplement avec de l'eau qui est chargée en, en CO2 va dégrader, donc va former. Donc au début tout ça c'était compact, il n'y avait pas de place et donc petit à petit on dégrade cet espace pour former donc des grottes. Et donc là, ça peut être très très joli, quoi. Donc ça forme des paysages qui sont magnifiques. Donc là, c'est des photos qu'on a pu prendre avec les terminales quand on était en voyage. Et voilà. Donc on est parti donc en fait dans les grottes Armand, par exemple. Voilà. Donc normalement, donc bah, simplement ça fait quoi? Ça fait des trous. Donc à chaque fois l'eau va passer. On va prélever de la matière dans chaque coin. Et du coup, ça va éroder le paysage et on forme. Donc du coup, on détruit, on érode bien de la roche de cette manière-là. Il y a des grottes à Paris, donc à Paris aussi il y a des grottes, mais c'est dans la majorité des cas, c'est des grottes artificielles, ça veut dire qu'on a cherché à prélever donc, du calcaire là-dedans pour faire les constructions. Donc, pour euh, le calcaire, donc l'eau de pluie qui sera chargée en dioxyde de carbone, on a vu la réaction, donc le dioxyde de carbone, c'est le CO2, il est important, donc c'est un milieu qui est acide, donc on va passer dans les fissures. Et donc, dès que vous avez un petit trou, ça passe là-dedans, ça provoque l'altération chimique responsable de l'élargissement des fissures. Donc, de cette manière-là, on va dégrader la roche. Donc voilà, juste une seconde. Donc voilà. Et donc, on va prendre juste un dernier exemple, et ça, vous ne l'aviez pas malheureusement dans le livre. Et en fait, il y a un dernier phénomène, vous l'avez expliqué, et vous avez dit que c'était, donc ça pouvait être la roche. Et donc cette roche peut être dans la roche, en fait ça va être la glace, et la glace peut donc éroder, et vous avez vu, donc vous connaissez donc les glaciers, donc les diaclases, c'est des fissures que la neige va former, donc à chaque fois quand on va donc avoir de l'eau qui passe dans une montagne, donc ça va s'accumuler là-dedans, et quand on forme de la glace, ben, simplement son volume augmente, donc le volume d'eau va augmenter, et du coup ça va casser, ça va fracturer la roche. Donc du coup, ben, derrière, on va déplacer de la matière. Donc les diaclases, quand vous allez prendre le cours, il n'y a pas besoin de le marquer, ça ne sert à rien, c'est juste pour vous illustrer. Eh bien, c'est quelque chose qui permet donc de fracturer un relief et du coup le casser. D'accord? Et donc vous avez après donc les glaciers qui vont passer, donc quand ils vont passer, ils vont frotter les reliefs et du coup ces reliefs qui vont être frottés vont disparaître. Voilà. Donc après, vous avez les végétaux qui vont passer, les végétaux donc, qui vont, avec leurs racines, détruire les reliefs aussi, donc ils participent. Donc voilà, c'est juste un petit exemple, donc il faut savoir que ça existe. Donc, pour résumer cette partie, donc cette troisième partie, bah, tout simplement, c'est donc le déplacement des glaciers qui va donc, par exemple, qui va exercer des pressions de frottement et du coup qui va faire disparaître les roches.
Et donc, il y a des variations brutales de température entre l'hiver et l'été. Donc, ça fait des compressions et des dilatations. Donc, on va comprimer et dilater les roches. Et du coup, bah, ça peut casser. Donc, ça peut les casser et en fait, ça peut le détruire. Après, donc, on peut aussi avoir les arbres qui participent et donc qui participent à ce phénomène d'érosion. Et donc, bah, simplement, on va désagréger les roches et on va agrandir les fissures dans lesquelles l'eau pourra circuler, du coup, provoquer l'érosion. Donc tous ces phénomènes-là, ça fait disparaître les reliefs. Et donc les reliefs vont donc disparaître de cette manière-là. Donc l'érosion, c'est ça. Et quand vous formez une chaîne de montagne, les deux s'appliquent. Donc en même temps, quand vous formez une chaîne de montagne, vous allez avoir l'érosion qui s'applique, qui fait disparaître les roches. Donc voilà. Donc après, on a une autre notion qui va être importante, c'est le transport des produits d'altération. Donc, est-ce que vous savez comment on les transporte? Est-ce que tu peux répéter, ça ne te dérange pas? Ouais, donc l'air ou l'eau va transporter tout ça. Donc ça c'est vrai. Donc avec le vent, on pourra pas. Donc si la particule est très petite, ben on pourra pas aller trop loin. Mais l'eau, ça va être le facteur principal de transport. Donc imaginons, on vient d'éroder un endroit, donc on a vu l'histoire avec l'arène granitique. Donc là, dans ce cas-là, donc puis on va laisser, c'est donc normalement donc juste une seconde pour que je vous dise pas une bêtise. Parce que normalement j'y étais, il faut juste tac tac tac. Je préfère vérifier avant de vous dire une bêtise. Donc ouais c'est ça. Donc c'est donc puis on va laisser un tout petit peu donc un peu au centre, un tout petit peu au sud de la France. Et en fait, c'est une zone où donc il y avait donc cette ancienne chaîne de montagnes dont je vous ai parlé, donc qui a existé il y a 300 millions d'années, aussi haute que l'Himalaya, qu'on appelle la chaîne hercynienne. En fait, c'est une ancienne chaîne qui est érodée et donc il reste encore des reliefs. Et ce qu'on voit, c'est que quand on se met donc juste à côté, donc à l'affleurement, juste à côté de la montagne, on a des fragments qui sont gros. C'est-à-dire qu'on a des grosses, donc des gros fragments qui sont transportés, vous êtes d'accord? Donc on est juste à côté de la montagne, on la casse et du coup on a des petits fragments et des gros fragments qui existent. Et du coup les gros fragments, du coup on va faire quoi? On va les transporter, mais ils ne pourront pas aller trop loin parce que l'eau n'a pas suffisamment de force pour les transporter trop loin. Du coup, juste à côté d'une chaîne de montagne, vous allez trouver des gros bouts de roches parce qu'ils n'ont pas pu parcourir une distance importante. Quand on s'éloigne un tout petit peu, donc un tout petit peu plus loin, on va trouver donc des fragments qui sont moins importants, qui font donc une taille d'un centimètre ou 2 centimètres, un peu moins. Et donc ces petits fragments, vous êtes d'accord avec le courant, ils pourront parcourir une distance plus importante. Du coup, juste, ils peuvent aller plus loin. Et donc, si jamais on s'éloigne, donc là, je ne me rappelle plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il y a? Non, je vais voir moi-même. Près d'Orléans. Donc là, on a donc parcouru, on est parti du centre de la France et on a parcouru avec les rivières pas mal de distance et on arrive vers Orléans. Donc à côté d'Orléans, ce qu'on voit, c'est que donc, bah, simplement c'est des petits fragments et plus ils sont petits, plus ils vont aller loin. Donc ça veut dire que ceux-là, ils vont se déposer près d'Orléans. Et en fait, comment on sait que ça vient vraiment de là-bas? Eh bien, ici, là-dedans, on va trouver les minéraux caractéristiques de la roche qu'on avait au départ. C'est-à-dire que tout ça, si on va dedans, on regarde leurs minéraux, surtout on peut faire une datation, donc on peut connaître leur date de formation. Du coup, on sait d'où ça vient exactement. Et voilà. Et là, ben, on est vers Nantes. Donc Nantes, c'est beaucoup plus loin. C'est donc pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est plutôt à l'ouest. Et donc c'est là où la rivière va arriver vers la mer. Et là-dedans, on voit qu'il y a juste du sable. Pourquoi est-ce qu'il y a du sable sur nos plages? Eh bien, parce que ça a été apporté par les rivières. Et donc ça s'est accumulé dans les océans, dans les mers. Ok? Bah, du coup, ce qu'on peut en retenir, c'est que plus le fragment est petit, plus on va loin. Donc imaginons si c'est quelque chose qui est vraiment minuscule comme du sable, ben, ça a parcouru quand même, je sais pas, plus de 1000 kilomètres, quoi. C'est quand même dingue.
Ok? Donc, voilà. C'est quelque chose qui est assez logique et c'est cette notion-là qu'il fallait retenir. Et donc, simplement, les produits de l'altération, quand vous altérez, donc ces produits de l'altération, on appelle ça des sédiments. Donc, ces sédiments-là, on va les transporter donc, jusqu'à leur lieu de sédimentation. Et vous avez vu que donc, le lieu de sédimentation, ça peut être plusieurs endroits. Donc, ça peut être juste à côté si le fragment est trop gros, ou alors ça peut être vraiment très très loin à côté de la mer si le fragment est très petit. Ok? Donc, du coup, l'agent principal qui permet de transporter tout ça, c'est l'eau. Donc, simplement en fonction du débit d'eau, on peut aller plus ou moins loin. Et voilà. Donc, simplement les caractéristiques, donc les roches qu'on peut transporter, ça va dépendre des produits d'altération. Donc, surtout leur taille et quel est l'agent qui le transporte. Donc, la taille, on a vu, c'était important. Et donc, est-ce que c'est le vent ou l'eau qui le transporte? Donc, si c'est l'eau, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, ça dépendra aussi du climat et du relief. Donc, si jamais on a un relief qui est très très pointu, vous êtes d'accord, on pourra aller plus loin. Parce que donc, dès que vous cassez un fragment, ça va rouler, ça va aller beaucoup plus loin. Et l'eau aussi aura beaucoup plus de force. L'eau va couler beaucoup plus vite dans les reliefs que dans une zone qui est plate. Donc plus les sédiments sont fins, plus leur vitesse de transport et la distance qu'elles vont parcourir vont être importantes. Ça, on l'a vu, c'est quelque chose qui est logique. Et donc, simplement, donc l'eau, du coup, c'est un facteur qui est majeur pour faire l'érosion. Donc, c'est lui qui va tout altérer. Et en plus, c'est lui qui va tout transporter. Donc, l'érosion va exister grâce aux sédiments, donc grâce à l'eau. Donc, dans la majorité des cas, et après, on a vu qu'il y avait d'autres cas, mais et voilà. Et donc, simplement, à quel endroit ils vont se déposer, donc ça dépend. Donc, vous allez avoir des dépôts donc, en fonction de la zone. Et donc, si jamais il y a un obstacle, imaginons donc on est en train de parcourir et que, donc, je sais pas, on se retrouve dans une sorte de lac ou dans une zone où l'eau peut rouler moins vite, à ce moment-là, ça va s'accumuler dans cette zone parce qu'il y a un obstacle. Ou alors la fleuve fait des, je sais pas, des virages plus ou moins importants. Donc ces virages, ça peut être aussi une zone où donc les sédiments s'accumulent. Et donc, quand ils arrivent dans leur milieu de sédimentation, c'est-à-dire que quand ils arrivent, je sais pas, par exemple, là, surtout, c'est quelque chose qu'on voit dans la mer, et peut-être que vous avez été en Normandie, vous avez vu les côtes en Normandie, vous avez vu qu'il y a plein de couches dedans. Donc, si vous regardez bien, la prochaine fois quand vous irez dans les côtes en Normandie, Étretat, tout ça, eh bien, vous approchez un tout petit peu de la chaîne de montagne, donc du relief, et vous regardez, vous allez voir qu'il y a plein de couches, et ces couches sont formées avec les sédiments qui se sont accumulés. Il y a, je sais pas, il y a des millions d'années parce que la mer était beaucoup plus haute, et donc voilà. Et ces sédiments qui s'accumulent vont former ce qu'on appelle une roche sédimentaire. Donc on forme une roche sédimentaire parce que les sédiments qui arrivent à la mer vont s'accumuler. Donc tout ce qui s'est accumulé dans la mer, là, à un moment, ça va s'enfoncer, ça va s'agréger et former une roche sédimentaire. Voilà. Donc le calcaire qu'on a, nous, à Paris par exemple, c'est une roche sédimentaire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était dans l'eau. Et ça veut dire que là, donc quand vous, je sais pas, quand vous sortez et que, je sais pas, vous avez la motivation et vous commencez à creuser. Vous creusez, je sais pas, 6 ou 10 mètres. En dessous, vous allez commencer à avoir de la roche et vous allez obtenir du calcaire. Donc dans ce calcaire, c'est simple, vous voyez des traces d'anciens organismes marins. Ça veut dire que à cet endroit, à Paris, dans le bassin parisien, il y a à peu près 30 millions d'années, il y avait la mer. Donc tout était submergé. Donc il y avait la mer à cet endroit et puis qui s'est retiré avec les modifications climatiques, pas en lien avec l'homme, hein. Donc lorsque l'homme n'existait pas encore. Voilà. Donc voilà, donc on a vu que il y avait donc l'érosion qui se mettait en place, on a vu la différence avec l'altération, on a vu que l'eau c'était l'élément le plus important. Et donc pour le cours, je vous demanderai juste donc d'avoir les bilans qu'on a notés. Donc vraiment c'est parti, on a pris des exemples, donc juste les bilans avec les titres et voilà.
Et après, je vous ai mis aussi un